d'abord, pour vous expliquer, comme vous le savez d'ailleurs, il y a 5 jours ou 6 jours, j'ai publié un nouveau livre qui est sorti il y a 5-6 jours. Et ce livre s'appelle Marine Le Pen vous dit merci. Alors, ce livre-là préparait le second. Enfin, sauf que j'aurais préféré que ça ne se passe pas. Mais d'une certaine manière, ce que je montre dans ce livre sur les médias, c'est que, il y a une dérive médiatique, du système médiatique. Et le système médiatique devient fou. Le système médiatique, en devenant fou, il rend la société folle et la France folle. En ce sens, d'ailleurs, ça n'intéresse pas que les gens des médias, ça intéresse tout le monde. Voilà, cette dérive du système médiatique rend le pays fou. Et cette façon de rendre le pays fou, la conséquence du fait que ça rend le pays fou, c'est ces 25-26% obtenus par Marine Le Pen aux élections européennes. C'est en ce sens que l'un est la conséquence de l'autre. Et donc l'analyse, c'est ça, c'est l'horreur médiatique, c'est cette espèce de dérive, cette folie dans laquelle est entré le système médiatique. Quand on se promène dans le pays, et Dieu sait que je sillonne beaucoup le pays, quand on sillonne le pays, les gens disent toujours, surtout s'ils savent que vous avez été journaliste, ils ont une expression qui est, et je suis sûr que vous l'avez entendu 1000 fois, d'ailleurs non seulement que vous l'avez entendu 1000 fois, mais que vous l'avez vous-même employé, qui est « vous les médias ». Et « vous les médias », c'est toujours naturellement accusateur. C'est accusateur de tout et de son contraire. Vous les médias qui avait fait ceci, qui est responsable de cela, mais aussi bien, je ne sais pas, qui avait lynché Sarkozy, qui avait lynché Hollande, ou qui avait fait élire Sarkozy, ou qui avait fait élire Hollande, ou qui cachait la vérité, au contraire noircissait la vérité. C'est tout et son contraire, mais c'est vous les médias. Or, il faut réfléchir au sens de cette expression « vous les médias ». Parce que c'est quoi, a priori, les médias? Les médias, c'est-à-dire la presse, la liberté de la presse, c'est quelque chose qui est la conséquence même de l'avènement de la démocratie. C'est-à-dire, c'est ce qui porte, ce qui est le cœur de la démocratie, la pluralité et la diversité. Personne n'aurait eu l'idée de dire à Clémenceau, directeur de l'Aurore, à Jaurès, directeur de l'Humanité, à Poincaré, à Zola, à que sais-je, de lui dire « vous les médias ». Lire un journal, c'était peut-être une seconde patrie. C'était presque son second univers, à côté de sa ville, de son pays, etc. Et c'est ce qui marquait votre spécificité, votre différence, votre sensibilité. Quand on en arrive à dire « vous les médias », il faut bien voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire pour les gens, il n'y a plus de pluralité, il n'y a plus de diversité. Vous êtes un tout, vous êtes le même monde, vous êtes uniforme, vous êtes une caste, vous êtes un ordre aristocratique, vous n'avez plus rapport avec nous. Nous, on vit dans un autre monde, vous représentez un autre monde que le nôtre. Ça veut dire tout ça, c'est-à-dire tout y est. Quand on analyse cette expression « vous les médias », c'est terrible d'une certaine manière. Ce que ça porte est absolument terrible. Et donc, j'interpelle un peu les gens des médias en disant « mais intéressez-vous ». Pour que vous soyez confrontés à cette réaction, toujours hostile d'ailleurs, vous les médias, c'est que vous êtes ressentis comme une caste, complètement coupée de la réalité que vivent les gens. Alors d'abord, il y a eu comment dirais-je, un événement fondateur, au mauvais sens du terme. C'est le référendum sur la Constitution européenne. Référendum sur la Constitution européenne, je vous précise tout de suite que j'ai voté oui et que j'ai fait campagne pour le oui. D'ailleurs, on est ici dans une des rares régions qui a voté oui aussi, donc c'est très bien. Cela dit, les médias, l'ensemble des médias, 90% des médias étaient pour le oui. Quand je dis 90%, sinon 95%. Moi, j'étais pour le oui, j'ai même fait campagne pour le oui. Mais ce n'était pas normal que 95% des médias soient pour le oui. Moi, je m'inquiétais. Je disais, attendez, moi, je suis pour le oui, mais je vois bien qu'il y a des gens qui sont pour le non. Il y a beaucoup de gens qui sont pour le non. Une grande partie de la France est pour le non. Il y a un problème. Pourquoi 95% radio, télé et quotidien sont pour le oui? Or, à l'arrivée, la majorité vote non. 55% votent non. Et à ce moment-là, je me suis adressé, j'ai téléphoné à des télévisions, à des radios, et je leur ai dit, mais vous savez, c'est extrêmement grave. Est-ce que vous prenez conscience de la faille que ça révèle? De la faille profonde, ça révèle entre le pouvoir médiatique et l'opinion. 95% d'un côté, 55% de l'autre.
D'ailleurs, je continue à penser qu'une des raisons qui ont fait qu'ils ont voté non, c'est justement l'excès de propagande des médias en faveur du oui. Je pense qu'il y a eu en même temps une espèce de réaction. Vous devriez vous interroger pourquoi on en est arrivé à ce divorce. Là, rien. Je n'ai pas pu obtenir la moindre réflexion collective, la moindre remise en question. Absolument pas. Et donc après, ça a fait que s'accélérer. Déjà, on avait eu des alertes. Je vous signale qu'il y a un type qui devrait être président de la République, qui aurait dû être président de la République, c'est Édouard Balladur. 90% des médias étaient pour Balladur. Enfin, j'exagère, mais non, 90% des médias considéraient qu'il allait être président de la République et qu'il allait gagner les présidents de la République. Et disons 60% considéraient que ça c'est très bien. L'autre mec qui avait tout le monde contre lui, et dont tout le monde pensait que le type, il était foutu, etc., c'est lui qui a été élu président de la République. Je suis convaincu aussi que ça a joué en sa faveur. Même chose pour Jospin. Jospin, il était préélu, les médias considéraient que c'était le meilleur et tout, résultat, il était battu, et c'est encore l'autre qui a été élu. C'est-à-dire, je crois que Chirac, ce qui a fait le succès de Chirac, c'est que les journaux ne l'aimaient pas. Finalement, je pense que ça a joué beaucoup en sa faveur. Et on a vu ça encore au moment de la guerre de Libye. La guerre de Libye, 80% des médias étaient pour l'intervention. Or, au moins la moitié des Français étaient contre, et ils avaient raison, parce qu'on a vu sur quoi ça a débouché, qu'est-ce que ça a provoqué, ils avaient parfaitement raison. Et moi-même, j'étais contre, là j'étais contre. J'ai voulu... Pour un oui ou pour un non, on vous invite à la télé, à la radio. Enfin, moi, on m'invite. Mais pour vraiment des conneries, donc la plupart du temps, je n'y vais pas. Je leur dis, mais non, j'ai rien à dire. Bon. Là, c'est moi qui ai téléphoné aux radios, aux télévisions. Et j'ai dit, écoutez, on n'entend que M. Bernard-Henri Lévy, M. Untel, M. Truc, qui sont pour l'intervention en Libye. Moi, je suis contre. Je voudrais m'expliquer pourquoi je suis contre. Mais là, ils ne m'ont pas invité, hein. Je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas eu accès à aucune radio et télé pour dire que j'étais contre. Ni moi, ni d'autres. Résultat, quelle est la seule personne qu'on a entendu pouvoir expliquer sur les radios et les télés qu'elle était contre la guerre de Libye? Marine Le Pen. Et donc aujourd'hui, elle peut dire, devant le désastre, elle peut dire, attendez, mais moi j'étais seul à être contre. Évidemment, tous ceux qui étaient contre et qui n'étaient pas elle n'ont pas pu s'exprimer. Ça témoigne de quoi? Une certaine uniformité. Deux, une uniformité en décalage par rapport à l'opinion. Pourquoi la conformité? Pourquoi le décalage? La conformité, pour bien le comprendre, je ne sais pas si vous avez vu un film, naturellement qui n'a pas été projeté dans les salles de spectacle ni à la télévision, qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. C'est un film... Comment? Ah bon, c'est un film très efficace, très dur, très efficace et terrible sur les médias. Moi, je pense que c'est un film qu'il faut voir parce qu'il réveille et il fait prendre conscience. Je ne suis pas d'accord, pour l'essentiel, avec la thèse que développe ce film. Là, il fait des constats justes. L'idée, qui est dans la foulée du philosophe, du sociologue Bourdieu, et d'ailleurs un peu dans, disons, où on retrouve une influence d'une sensibilité, disons, marxiste, un peu néo-marxiste, c'est forcément le grand capital, la grande finance, imposent leurs lignes, le néolibéralisme, etc. Je ne dis pas que c'est faux. Bien sûr, il y a les propriétaires d'un journal, il y a bon. Mais si c'était ça, ça serait classique, ça serait connu, ça n'aurait rien d'extraordinaire, tout le monde le sait. En fait, c'est plus complexe et beaucoup plus pervers. Les journalistes sont beaucoup plus... Là, je vous parle, malheureusement, je ne suis pas un pigeon de l'année, et donc, ça fait très longtemps, j'ai été très longtemps journaliste. Pour vous dire la vérité, j'ai commencé, je crois, dans l'année 59. Vous vous rendez compte, ça? 1959, bien. Les journaux, les médias, les journalistes sont beaucoup plus libres et indépendants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Moi, j'ai connu des choses inouïes dans les journaux où j'étais. Dans les années, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait eu à Paris, au moment de la guerre d'Algérie, de l'OAS, il y avait une manifestation qui avait été réprimée. Il y a eu 9 morts au métro Charonne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon. Je couvrais cette manifestation. Et en plus, ça a été très dur. Donc, franchement, je n'ai pas pris de coup de matraque, mais j'ai vraiment failli en prendre. Quand je rentre dans le journal pour lequel je travaillais,
Bah, j'attends qu'on me demande combien de feuillets je dois faire. Bon, rien. On me demande rien. Alors, je m'approche du rédacteur en chef qui était au téléphone. Il était au téléphone avec le ministère de l'Intérieur qui lui dictait le récit de la manifestation. C'est pas à moi qu'on le demandait. C'était le ministère de l'Intérieur qui dictait le récit de la manifestation. Un peu avant, d'ailleurs, c'est plutôt avant, rebelote, j'ai couvert aussi la manifestation où il y a eu 80 Arabes ou 70 musulmans tués. La fameuse, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, une manifestation d'Algériens à Paris contre le couvre-feu. Et il y a eu une répression terrible et on a en plein Paris tué à peu près 70 musulmans qu'on a, pas dans la manif d'ailleurs, mais après, qu'on a beau noyer, pendus dans les forêts, etc. Bon. Je couvrais cette manifestation. J'avais un ami photographe qui avait été témoin, qui en plus m'avait donné la preuve qu'il y avait eu en effet des exécutions, etc. Je n'ai jamais pu le dire. Jamais je n'ai pu passer un mot de tout ça. Il y avait, voilà, quand j'étais à France 2, où le patron était El Kabash, il y avait un ordre de ne pas dire un mot sur l'histoire des diamants de Giscard. Il n'y a pas eu un mot sur l'histoire des diamants de Giscard. Quand j'étais à l'Express, j'étais envoyé spécial au Proche-Orient. Toute ligne, tout mot qui n'était pas à 100% dans la ligne de la position israélienne était censuré. Ça ne pouvait pas passer. J'étais au Vietnam pour couvrir la guerre du Vietnam. Vous ne pouviez pas dire que l'Amérique éventuellement ne gagnerait pas. C'était impossible, on vous l'enlevait. Et pourtant, l'Express, c'était un journal emblématique. Bon, tout ça, c'est impossible aujourd'hui. En ce sens, c'est un progrès impossible. On va dire, un journal qui ne parlerait pas d'un scandale, par exemple, un journal de droite qui ne parlerait pas d'un scandale qui éclabousse la droite, ou un journal de gauche qui éclabousse la gauche, c'est inconcevable. Donc oui, il y a un progrès énorme. Mais alors où est le problème? Le problème, c'est qu'en toute indépendance, plus indépendant qu'hier, en toute liberté, plus de liberté qu'hier, les journalistes pensent tous pareil. Et donc, la question, c'est pourquoi ils pensent tous pareil? Je rejoins votre question. Ils pensent tous pareil. Ils pensent tous pareil, d'abord parce qu'il y a 3 journaux qui font l'opinion. Ce sont des journaux que les gens ne lisent pas. Donc, si vous additionnez leur lectorat, c'est rien. C'est Libé, Le Figaro, Le Monde, etc. Bon. Ils sont à Paris. Ils ne sont pas lus, ou ils ont très peu de lecteurs, mais les radios, le lendemain, reprennent leur thème, les télés, le soir, reprennent leur thème, et à l'exception peut-être d'ici, d'ailleurs, les journaux régionaux reprennent leur thème. Donc, à la fois, ils ont très peu de lecteurs et une influence considérable, parce que c'est eux qui donnent le là. Ils sont que 3 ou 4. Ils sont dans la même ville. Aux États-Unis, les journaux qui font l'opinion, ils sont à New York, ils sont à Boston, ils sont à Washington, ils sont à Los Angeles. En Italie, ils sont à Rome, ils sont à Turin, ils sont à Milan. Là, ils sont tous à Paris. Comme ils sont peu de journaux, le pluralisme a été réduit à 3 journaux différents, voire 4 au maximum, ils vivent les uns sur les autres, ils vivent ensemble, ils vivent dans les mêmes cafés, les mêmes restaurants, les mêmes trucs. Et donc, ils vivent en osmose. Donc, ils finissent sans s'en rendre compte, par se décalquer les uns les autres. En plus, ils sont issus du même milieu sociologique. Ils lisent les mêmes livres, ils ont les mêmes références. Et, cerise sur le gâteau, là, je parle des journalistes qui sont rédacteurs en chef, éditorialistes, etc. Parce que ça change beaucoup, la jeune génération. Mais ceux qui comptent, cerise sur le gâteau, ils ont pratiquement tous, à 80%, commencé à gauche de la gauche, et ils ont peu à peu glissé à mesure qu'ils étaient chefs, qu'ils avaient du pouvoir, que leur salaire augmentait, qu'ils devenaient célèbres ou quoi. Ils ont glissé vers une acceptation, un ralliement à l'idéologie néolibérale en matière économique et sociale. Alors, ils n'appellent pas ça l'idéologie néolibérale, ils appellent ça la modernité. C'est plus chic. Et ils se sont confectionnés une sorte d'idéologie syncrétique auquel ils adhèrent presque tous. À 80%, ils y adhèrent. Même quand ils ne l'expriment pas, même ceux du Figaro. Alors, ceux du Figaro ne peuvent pas l'exprimer comme ça, parce que là, il y a une ligne. Mais en fait, si vous les rencontrez, eux-mêmes sont sur cette ligne. C'est-à-dire qu'une sorte d'idéologie syncrétique qui est une synthèse de position post-68 art en matière sociétale et de mœurs, et de ralliement total et néolibéralisme en matière économique et sociale. Ils sont vraiment dans... Or, deuxième réponse à votre deuxième remarque, le peuple a tort ou a raison. Ici, il ne s'agit pas de jugement personnel, il s'agit de constat. La population a évolué exactement en sens inverse. C'est-à-dire qu'on a assisté à un phénomène très fort, c'est d'un côté un rejet des excès
de l'idéologie post-68arde en matière sociétale et en matière de mœurs, et de l'autre, un rejet du néolibéralisme et de ses dégâts en matière économique et sociale. Et donc, c'est creuser un fossé entre la population et l'opinion. Or, confronté à ce fossé, confronté à ce divorce, à cette incompréhension, comment les journalistes dominants ont réagi? Non pas en se posant des questions, mais en disant c'est normal, on pense juste et le peuple pense mal. Autrement dit, nous sommes propres et le peuple est sale. D'où le fait qu'on a vu apparaître de façon obsessionnelle ce terme de populisme. Vous imaginez qu'il y a 40 ans, il y a 50 ans, ce n'était pas un terme péjoratif. Il y avait un prix du film populiste qu'a eu Carnet avec Quai des Brumes. Il y avait un prix du roman populiste qu'a eu Hôtel du Nord, etc. C'était considéré plutôt comme élogieux. C'était avoir le sens du peuple, etc. Le fait d'avoir diabolisé, utilisé ce terme, comme par hasard où il y a le mot peuple, pour en faire l'adjectif le plus péjoratif et le plus diabolisant qui soit, et de s'en servir obsessionnellement, en dit long sur cette tendance finalement à dire, ben voilà, tout ce qui est proche du... Comme le peuple ne pense pas comme nous, il est sale, donc tout ce qui se rapporte à lui est sale, et on est plutôt fier d'être pas ce côté-là. Ils se sont plus ou moins confectionnés cette façon de répliquer. D'où la conséquence, cette uniformité alors qu'ils sont plus indépendants et libres, et cette cassure avec l'opinion. Moi, je ne connais pas comment ça se passe à l'école de journalisme. Je pense que ça contribue à la formatisation et à l'uniformisation. Mais naturellement, c'est un problème que le journaliste soit complètement professionnalisé. Pourquoi parce qu'ils utilisent, enfin vous le dites, ils utilisent tous les mêmes mots, les mêmes expressions. C'est parce que c'est devenu un métier, parce qu'il y a une technique, parce que et puis parce qu'il y a une hypocrisie. Les journalistes, et c'est pas une critique, ça, c'est normal, sont assez engagés. Et je trouve qu'on ne peut pas, en vérité, faire du journalisme non engagé. On ne peut pas être devant la misère et être neutre, on ne peut pas être devant la dictature et être neutre, on peut pas. Donc c'est bien, à condition d'assumer. Mais ils n'assument pas, ils disent « Ah, mais nous, on n'est pas engagés, on est des professionnels. » On est des professionnels. Non, c'est pas vrai, arrêtez, c'est de l'hypocrisie. Qu'est-ce que ça veut dire, professionnel? Vous êtes des gens qui avaient une opinion, qui avaient des tripes, qui avaient un cœur, etc. Vous êtes engagés, assumez-le. Et dans l'ensemble, au nom du professionnalisme, au nom de la professionnalisation, ils ne l'assument pas. Mais il faut dire aussi que la professionnalisation du journalisme correspond aussi à la professionnalisation de la vie politique. C'est-à-dire qu'avant, au Parlement, vous aviez des savants, des philosophes, des hommes de science. Vous imaginez, Victor Hugo était député, Lamartine était député, Eugène Sue était député, Arago était député. Aujourd'hui, franchement, ils ne sont que députés. Leur métier, c'est qu'ils sont députés, ils ne savent rien faire d'autre qu'être députés. Et ça joue aussi du côté des journalistes, il y a cette professionnalisation. Mais en revanche, ils sont capables, par exemple, de mener des investigations qu'ils ne menaient pas auparavant. Ça c'est la phase où il y a incontestablement un progrès. Mais en revanche, vous avez un phénomène formidable, très, très néfaste, qui est en politique étrangère. La façon dont les journaux et les journalistes couvrent la politique étrangère. Je ne sais pas si... je pense que beaucoup de gens ici ont eu des enfants, et quand on a des enfants qui regardent la télé, qui ont 7-8 ans, ils vous posent toujours la question, papa, qui sont les gentils, qui sont les méchants? Si vous ne leur avez pas dit qui sont les gentils et les méchants, ils n'arrivent pas à s'intéresser. Mais une fois que vous leur avez dit qui sont les gentils et qui sont les méchants, ils s'intéressent. Eh bien, les journalistes, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, ils s'intéressent maintenant à un problème de politique étrangère qu'à partir du moment où ils peuvent définir qui est le gentil et qui est le méchant. Et dès lors qu'ils ont défini qui est le gentil et qui est le méchant, alors ils ont une vision totalement manichéenne. Les gentils sont très gentils, les méchants sont très méchants, et ça donne des folies. L'affaire de Syrie, c'est tout à fait vrai que Bachir el-Assad est un dictateur implacable et qu'en plus c'est une crapule. Très bien, c'est le méchant. Mais du coup, en face, il n'y avait que des gentils. Pendant 1 an et demi, si vous avez lu Le Monde, ou Libé, ou Figaro moins, il faut reconnaître, et c'était que des gentils.
Mais de l'autre côté, il y a des crapules presque pires aussi que Bachir el-Assad. Pas tous, mais il y a des crapules intégrales. On les voit en Irak, etc. Ah non, il y avait que des gentils. Comme il y a des méchants d'un côté, il y a que des gentils de l'autre. Dans l'Ukraine, c'est absolument évident que du côté des sécessionnistes pro-russes du Donbass, de Donetsk, vous avez des staliniens, des alcooliques, des gangsters, des bandits, des aventuriers, entre autres. Mais à Kiev, dans les manifestations de la place Maïdan, il y avait aussi des fachos, des alcooliques, des aventuriers, etc. Or, ça vous a été présenté comme s'il y avait des diables d'un côté et des archanges de l'autre. Or là, c'est absolument incroyable. Parce que qu'est-ce qui les différencie? Une ligne de partage entre l'Est et l'Ouest. Donc l'idée selon laquelle les méchants, c'est les gens qui sont nés à l'Ouest d'une ligne et les gentils à l'Est d'une ligne, c'est quand même une régression intellectuelle incroyable. Mais on vous a raconté l'affaire de Crimée comme ça quand même. D'ailleurs, c'était tellement formidable la révolution de Maïdan. D'ailleurs, c'est tellement formidable que je me demande pourquoi on ne le fait pas. Si c'est tellement formidable de s'installer sur une place, de ne pas en sortir, d'occuper les bâtiments autour et de tirer sur la police, je ne vois pas pourquoi on ne le fait pas. Je voudrais savoir, les gens qui trouvaient ça très bien, comment ils réagissaient si on le faisait. Il très vrai, peut-être ça moins bien. Mais c'est vrai qu'il y avait une vraie révolution contre l'autocratie, contre la corruption, etc., contre tout ça. Mais c'était comme tout mouvement comme ça, c'était pas absolument, encore une fois, totalement archangélique, etc. C'était, nous présentaient les journaux, c'était formidable, c'était une grande révolution de la liberté contre les oligarques. Il y avait quelque chose de vrai, d'ailleurs. Et ça finit comment? Par l'élection à la présidence de la République du premier oligarque du pays, soutenu par l'ensemble des oligarques du pays. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il est pro-occidental, il est pro-européen et il est plutôt démocrate. Mais vous voyez la différence entre la façon angélique, idyllique dont on a présenté ça et la réalité. Et donc c'est une vision totalement faussée de la réalité que donne ce manichéisme. Et on pourrait multiplier les exemples. C'est que les journalistes, dans leur grande majorité, au moins ceux qui, je reviens toujours, hein, il y a un grand changement d'une nouvelle génération, mais au moins ceux qui sont manettes et qui commandent, par exemple, sont très accros à la bipolarisation. Pour eux, il y a l'UMP, il y a le PS, c'est comme ça, c'est bien, qu'est-ce que vous nous emmerdez avec d'autres tendances, d'autres sensibilités, etc. Très bien. Avec la conséquence que ça a eu, parce qu'entre nous, on a laissé au Front National le monopole de l'expression de la volonté de dépassement de l'UMP du PS. C'est une gigantesque erreur que l'on a fait. Tout ce qui essaye de s'émanciper à droite ou à gauche de cette bipolarité, il l'écrase, il le rejette. À la télé, c'est terrible. Quand un mec à la télé est invité à la télé et n'est pas UMP ou PS, il faut voir comment il est traité, comparé à si c'est un ministre socialiste. Bon. Donc, ils sont très accros à la bipolarité. Donc, ils sont accros aussi au binarisme qui soutient la bipolarité. C'est-à-dire qu'alors qu'ils devraient normalement jouer un rôle extrêmement positif, qui est dit, mais non, le choix en matière de politique de lutte contre l'insécurité, par exemple, c'est pas liberté ou sécurité. C'est pas, la notion de liberté ne s'oppose pas à la notion de sécurité. La notion d'économie ne s'oppose pas à la notion de relance. La notion de relance par l'offre ne s'oppose pas à la notion de relance par la demande. Là, on est tombé dans un binarisme. Là, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Faire quand même une relance par l'offre, pourquoi pas? Mais d'accord, mais un offre, s'il n'y a pas de demande. Qu'est-ce qu'une offre où il n'y a pas de demande? S'il y avait une demande sans offre, ce serait catastrophique aussi. S'il y avait une demande sans offre, ça voudrait dire augmentation du déficit du commerce extérieur. Mais en revanche, une offre sans demande, c'est la crise de 29. Or, aujourd'hui, l'idéologie dominante, y compris dans les médias, c'est que c'est très bien de faire une relance par l'offre sans relance par la demande, sans aucun effort du côté de la demande. Et ça, ce binarisme est lié à la bipolarisation et quelque part, en effet, rappelle le manichéisme. Voilà, les deux. Et cela se traduit par quoi? Et là, j'attire votre attention là-dessus. C'est que pour cette raison-là, les médias, les responsables, les décideurs médiatiques sont très favorables au scrutin électoral actuel. Ou plus exactement, sont très opposés quand on dit qu'il faudrait remettre en cause le mode de scrutin législatif, c'est-à-dire
mode de scrutin uninominal à 2 tours, etc. Quand on a eu l'élection présidentielle, Marine Le Pen a quand même fait 18%, 18,5%. Très bien. On a un scrutin aux législatives qui fait que malgré qu'elle soit à 18%, elle n'a pas de député. Et ils ont trouvé ça très bien. Je dirais même, quelquefois, ils ont dit heureusement qu'on a un système qui fait que même avec 18%, on n'a pas de député. Ce qui quand même est terrifiant. D'abord est terrifiant parce que si on est démocrate, c'est quand même bizarre, cette conception qui est je veux que des députés que j'aime bien. Le problème de la démocratie, c'est comme les gens que je déteste, ils ont le droit d'avoir des... Je souhaite qu'ils fassent 1%, 0%, 0,3%, mais si, hélas, ils font 18%, ils doivent avoir des députés. Ou alors, c'est quoi un parlement? C'est quoi la démocratie? Mais en plus, s'ils n'ont pas de députés, et après vous dites, il faut faire barrer la route au Front National, il faut faire un front républicain. Le mec vous dit, quel front républicain? Le front des gens qui considèrent que c'est bien d'avoir pas de députés avec 18%? C'est ça que vous appelez le front républicain? Le front des gens qui considèrent que c'est bien que un texte constitutionnel européen refusé par le peuple, on l'a quand même fait passer sans demander l'avis du peuple? Il faut entendre ce qu'ils disent, les gens, là-dessus. C'est ça que vous appelez la démocratie ou la République. Donc déjà, pour cette raison-là, c'est une connerie. Mais l'autre, c'est que s'ils avaient eu 30 députés, on aurait vu qu'ils se divisaient, on aurait vu qu'ils ne s'entendent pas entre eux, on aurait vu qu'ils ne votent pas comme ils prétendent le faire en fonction de leur discours. Mais là, rien. Ils sont irresponsables. On ne peut rien leur reprocher, ils n'ont pas de députés. C'est un scrutin qui permet qu'avec 18 ou 19%, on n'ait pas de députés. Ce qui est un scandale. Mais très bien, admettons que c'est très bien. Ouais, mais le même scrutin fait que si vous avez 22%, vous les avez tous, les députés. Car au-delà de 21%, ça rebascule. Et si vous avez demain un vote législatif avec le résultat des européennes, vous avez 450 à 500 élus de droite, dont 250 à 300 élus Front National. Et personne ne le dit. Personne ne le dit. C'est-à-dire, c'est une bipolarisation complètement artificielle. D'abord parce que la bipolarisation, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, où leur histoire est liée à un combat républicain-démocrate, et en Angleterre, les Tories et les Whigs, nous, ça ne correspond pas à notre génie propre. Jamais. Et on a fait violence institutionnellement à notre réalité pour la transformer en quelque chose de bipolaire. Alors là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, UMP plus PS, ça fait 37% des votes, si on voit les élections. Oui, d'accord, mais c'est 90% des députés. C'est-à-dire que ça ne correspond plus à la réalité du pays. C'est ça qui est tragique. Ça correspondrait à la réalité. Ça ne correspond plus à la réalité du pays, mais au Parlement, c'est 85 ou 90% des députés. Et donc, sur les médias, c'est voilà, UMP, PS, UMP, PS, puis de temps en temps, un autre qui parle. Encore qu'ils ont tendance à ajouter le FN, peu à peu. C'est-à-dire les mêmes qui disaient qu'il ne fallait pas les inviter il y a 10 ans, maintenant, ils excluent tous les autres, mais ils invitent le FN. Donc, si vous voulez dire par là que cette bipolarité totalement artificielle ne représente pas la réalité, n'exprime pas la réalité, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais y compris dans les journaux, le non-référendum européen, on sait aujourd'hui qu'il était majoritaire à gauche. C'était pas mon avis, encore une fois, hein, je plaide pas pour mon... Il était majoritaire à gauche. Aucun journal, enfin l'Humanité, mais qui est très peu lu, mais aucun journal ne le représentait. Aujourd'hui, il y a deux sensibilités exprimées médiatiquement. Un, c'est le conservatisme néolibéral, et l'autre, c'est comment dirais-je, en effet, cette gauche post-68arde, libertaire libérale. C'est les deux sensibilités qui sont exprimées dans les médias. La gauche populaire, la gauche républicaine, la gauche vraiment socialiste, le centre démocrate chrétien, la droite gaulliste, la droite nationale, tout ça, c'est des sensibilités qui ne sont pas représentées dans les médias. Absolument pas. Il n'y a que deux tendances représentées dans les médias. Donc ça va tout à fait dans votre sens, mais il ne faut pas dire que la bipolarité n'existe pas. Il faut dire que la bipolarité nous est imposée, mais elle ne correspond plus à la réalité forte du pays. Non, mais il y a trop d'informations. On ne peut pas dire que trop d'informations tue l'information. D'ailleurs, entre parenthèses, il n'y a pas trop d'informations. Le nombre de choses c'est souvent ce qu'on entend. Le nombre de choses qui se passent et qu'on ne vous dit pas, on se polarise sur 2, 3, 4 sujets. Regardez, il y a, je sais pas, il y a un mois et demi, on était à la veille
de la guerre mondiale à propos de l'Ukraine. Quasiment, c'était mais maintenant on vous en parle de l'Ukraine, vous savez où ils en sont en Cretraine, vous savez ce qui se passe en Ukraine. Ça y est, c'est parti alors qu'on était soi-disant au bord de la guerre mondiale à propos de l'Ukraine. Donc, mais il y a un phénomène. Il y a un phénomène que symbolise, que caractérise les télévisions en continu. Et en particulier BFM Télé. Moi, j'ai fait des choses sur BFM Télé. J'ai fait un débat pendant un an et demi, toutes les semaines. Je le connais un peu de l'intérieur aussi. Mais c'est terrible en même temps. Parce que cette information en continu veut dire que sans arrêt, il faut tenir l'attention du public, le tenir en haleine sur l'information. Mais des fois, il ne se passe rien. Et quand il ne se passe rien, il faut faire comme s'il se passait quelque chose. Donc tout à coup, on prend une petite phrase d'un homme politique, on la monte en crème. On prend un incident, on la monte en crème. Et il faut absolument attirer l'attention. Donc on hystérise. Il y a un phénomène d'hystérisation absolument extraordinaire. Je donne dans mon bouquin quelques exemples. D'abord, il y a un cas tout à fait extraordinaire. Il y a eu, pendant 5 jours, on a vécu sous la hantise du tueur fou. Le tueur fou, c'était le type qui avait tiré à Libération, qui avait blessé un journaliste et qui avait tiré dans le hall de BFM, justement. Bon. Vous vous souvenez de l'histoire du tueur fou, je pense. Et alors, ce tueur fou est très intéressant. C'est un cas unique. À mon avis, il n'y en a pas de second, car il n'a tué personne. Donc, les tueurs qui n'ont tué personne, c'est très rare. Très, très rare. Donc, ce tueur-là n'avait tué absolument personne. Or, on a vécu pendant 4-5 jours sous l'angoisse, la hantise de ce tueur. On a l'impression qu'il en était à son 70e crime, qu'il fallait se cacher chez soi, se verrouiller, qu'il ne fallait pas prendre le métro, etc. C'était une folie totale. Ça, on n'aurait jamais eu ça hier. Ça, c'était un exemple. La deuxième exemple, c'est qu'on a eu un train qui a déraillé. C'est que s'il y a un événement banal, c'est un train qui déraille. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est à quel point les trains déraillent peu, d'abord, et à quel point ce déraillement-là a fait peu de victimes. Bon. Mais pendant 5 jours, une espèce de folie autour de ce déraillement, où c'était un attentat, c'était les jeunes de banlieue qui l'avaient fait dérailler, et d'ailleurs ils s'étaient précipités pour voler les valises des voyageurs, etc. Tout ça était faux, complètement faux. Bon, on a eu une espèce de fantasme, etc., autour de cet événement ridicule qui est un train déraillé, ça arrive, avec peu de victimes. Le summum du summum, c'est l'affaire Leonarda. Parce que l'affaire Leonarda, il n'y a pas d'affaire Leonarda. Il n'y en a pas. Il y a chaque année, alors après on peut discuter c'est bien ou pas bien, mais c'est un autre problème. Chaque année on expulse 23, 24 000, 25 000 clandestins, c'est-à-dire personnes qui sont introduites illégalement en France, qui peuvent faire appel. Et si, au vu des dossiers, on rejette le premier appel, le deuxième appel, le troisième appel, le quatrième appel, si vraiment leur dossier est absolument indéfendable, et on leur demande de rentrer chez eux. Très sincèrement, ou c'est ça, ou c'est l'immigration libre et les frontières ouvertes. Je ne vois pas, c'est l'un ou l'autre. Bon, très bien. Donc, cette famille Leonarda, elle en était à 4e rejet d'appel, on demande de rentrer chez elle. Vous avez des associations qui défendent les clandestins, les immigrés clandestins. Donc, un des responsables de cette association, sur place, apprenant que la jeune Leonarda était dans un car scolaire, donc séparée de la famille, prévient la police en disant il y a la jeune fille qui est dans la car scolaire qui est séparée de sa famille. Donc c'est pas bien de la séparer de sa famille. C'est pas la police, c'est pas les gendarmes, c'est pas le ministère de l'Intérieur qui exige qu'on aille arracher, comme on l'a dit, cette jeune fille dans un car scolaire, etc. C'est le défenseur de ces gens qui ont dit il ne faut pas les séparer. À partir de cet acte absolument banal, bon, vous imaginez ce que pendant 5 jours, ce qui s'est passé. Et là, non seulement les télés en continu, les machins, c'était tous les jours. La pression a été telle que quand même, on a fini par monter de quoi faire un duplex entre le président de la République et Leonarda. Et on a eu un face-à-face, Leonarda, le président de la République. On a quand même eu ça. Vous imaginez la pression que cela a représenté. On a eu des phrases du genre, une sénatrice qui a dit « c'est une nouvelle rafle du Veldiv ». On a eu un autre politique qui a dit « c'est la chasse aux jeunes comme du temps de Hérode, la chasse aux innocents ». Quand on en arrive à ce degré de folie, et ce qui est très grave,
c'est qu'aucun grand journal, aucun Le Monde, Libé, Figaro, ça, n'a fait un éditorial fût-ce de 15 lignes en disant arrêtez vos conneries. Arrêtez. Rien. Les journalistes ont tendance à se définir. Ça, c'est le bon côté. Ça, c'est un progrès pour le coup, mais à condition de le maîtriser. Ils se définissent. Nous avons une fonction critique. Et le fait qu'ils ont une fonction critique fait qu'en effet, ils osent dire des choses qu'ils ne disaient pas, ils osent faire une investigation qu'ils n'auraient pas fait avant, ils osent révéler des choses qu'ils n'auraient pas révélées. Là, c'est un vrai progrès. Non. Mais en même temps, ils sont prisonniers de cette définition. Nous avons une fonction critique qui est qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas à avoir de proposition. Dans les journaux que j'ai dirigés, alors j'étais le patron, donc je pouvais obtenir des choses, mais enfin, j'avais beaucoup de mal. À plusieurs reprises, j'ai dit, écoutez, il ne suffit pas de critiquer, on doit critiquer. Mais pourquoi on ne propose pas? Pourquoi on ne fait pas, comme faisait la presse dans le temps, pourquoi on ne propose pas nous-mêmes une sorte de programme en disant, voilà, ce que nous... ils étaient contre. Je l'imposais parce que j'étais le patron, mais les journalistes étaient contre. Ce n'est pas notre boulot, on ne doit pas proposer. Nous, notre boulot, c'est la critique. Mais c'est facile aussi. Moi, je crois qu'on critique d'autant mieux qu'on peut proposer. Et si on propose, c'est quand même mieux, parce que si on propose, vous êtes, quelque part, vous devenez prisonnier de ce que vous avez proposé. Et vous ne pouvez pas dire... Je lisais, par exemple, dans Le Monde, c'était avant-hier, un éditorial à propos des intermittents du spectacle. Et il disait... l'accord qu'il y a eu entre les syndicats, le MEDEF, etc., pour régler le problème de la sécurité sociale des intermittents du spectacle, il était évident, tout le monde savait que ça ne pouvait pas tenir, que ça provoquerait une explosion, que c'était absurde. Et en plus, les syndicats qui l'ont signé ne sont pas représentatifs de cette profession. D'accord. Mais du coup, après, j'ai été voir ce qui s'est passé quand ça a été signé. Le Monde n'avait pas d'article pour dire ça. Quand ça s'est passé, c'est à ce moment-là qu'il fallait le dire. C'est pas seulement qu'il fallait dire c'est un mauvais accord, il va faire exploser, les syndicats ne sont pas représentatifs. Ils avaient soutenu l'accord. Et ce n'est que quand ça foire et qu'il y a une explosion qu'ils le disent. Et ça, il y a une irresponsabilité qui est dangereuse. Et donc, c'est pour ça que je disais, faisons des propositions. Là, aujourd'hui, enfin ces jours-ci, on a des événements extrêmement graves en Irak. Quand il y a eu l'intervention de Bush en Irak, il y a eu une controverse en France. Et moi, j'ai participé à cette controverse. J'étais contre l'intervention en Irak. Ceux qui étaient pour, la plupart du temps, leur raison était honorable. Leur raison était honorable. Mais je considérais qu'ils se trompaient, mais que leur raison était honorable. La seule chose que j'ai dit dans plusieurs débats, c'est dire, écoutez, voilà, votre raison c'est honorable, moi je suis contre. Vous dites que ça va ancrer la démocratie dans cette région. Vous dites que ça va favoriser la paix au Proche-Orient. Et vous dites que ça va imposer la sécurité et la sûreté au Proche-Orient. Si vous avez raison, eh ben, ça veut dire que je me serais trompé. Et je serais très content de reconnaître que je me suis trompé, parce qu'au moins le résultat sera positif. Mais si par hasard, c'est ce que je crains qui se passe, j'espère que vous reconnaîtrez votre erreur. Très bien. Aujourd'hui, personne ne peut plus nier que c'est une catastrophe à plus. C'est sans doute la décision la plus catastrophique et la plus calamiteuse qu'on ait prise depuis 30 ans, la guerre d'Irak. Et on n'a pas fini d'en payer le prix. Mais j'attends que des gens, surtout que c'est des gens tout à fait considérables, qui se sont mobilisés pour le philosophe André Glucksmann, Alain Minc, Bernard Kouchner, etc., etc. Bon, aucun d'entre eux n'a reconnu qu'il s'était trompé ou essayé d'expliquer qu'il s'était trompé. Il y en a un même en Angleterre, hier, qui a fait un article, c'est Tony Blair. Tony Blair a fait un article pour dire qu'il ne s'est pas trompé, qu'il ne le regrette pas, et que l'erreur, ce n'est pas d'avoir fait la guerre d'Irak, c'est de ne pas être intervenu en Syrie. Mais là, au moins, vous n'imaginez pas ce qui s'est passé. L'ensemble du monde politique anglais et l'ensemble des médias anglais se sont élevés en disant « Arrêtez, Monsieur Blair, taisez-vous, pas vous, pas ça ». Il y a eu une indignation totale dans toute l'Angleterre dans ce refus de voir enfin. En France, personne ne leur demande. Alain Minc est un cas formidable. Alain Minc est un homme intelligent, mais qui se trompe absolument tout le temps. Je ne crois pas qu'il y ait un sujet sur lequel Alain Minc ne se s'est pas trompé.
Mais quand il passe à la télé, on ne lui rappelle jamais qu'il s'est trompé. On lui dit, monsieur Lama, qu'est-ce que vous pensez de cet événement, comme si c'était un Héracle, etc. Et il est de plus en plus arrogant, plus il se trompe, plus il parle avec certitude et avec arrogance. C'est absolument extraordinaire. Moi, un jour, à propos de l'affaire Strauss-Kahn, j'ai dit une connerie. J'ai dit une grosse connerie. Ben, j'ai reconnu que j'avais dit une connerie. C'est comme ça. J'ai milité pour le oui au référendum européen. Non seulement j'ai voté oui, mais j'ai bon. Aujourd'hui, je crois que je me suis trompé. Je n'ai pas honte de dire je crois que je me suis trompé. C'est comme ça qu'on progresse. Et puis de toute façon, pour les générations suivantes, il faut tirer la leçon des erreurs qu'on commet. Heureusement, beaucoup d'intellectuels qui ont été staliniens ont fait leur mea culpa. Beaucoup d'intellectuels séduits par le fascisme ont fait leur mea culpa. Aujourd'hui, rien. Il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un intellectuel qui n'a reconnu le moindre erreur. La moindre faute. Bernard-Henri Lévy continue à trouver qu'il a eu raison d'intervenir en Libye. Tous les jours, c'est pire. C'est une catastrophe absolue. C'est l'ensemble du Sahel qui est déstabilisé. Et d'ailleurs, personne ne lui dit, monsieur Bernard-Henri Lévy, quand même, là, c'est absolument terrible. Or, il n'y a pas d'ailleurs qu'en politique étrangère. Dans le petit livre que j'ai écrit sur Madame Marine Le Pen vous dit merci, j'ai dit, écoutez, le Front National fait en fait près de 26% sur le territoire métropolitain. Vous aurez imaginé ça il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, vous l'aurez dit? Alors, il y a bien des erreurs qui ont dû être commises. Franchement, il y a des gens qui ont monopolisé la façon de combattre le Front National. Ils ont imposé leur stratégie de combat du Front National. Ils pourraient s'interroger, ça ne marche pas. Mais attendez, moi j'ai eu des confrontations à la radio, à la télé, là, depuis les quelques jours j'ai fait ce livre. Il n'y en a pas un qui accepte de remise en cause. Ils vont continuer avec les mêmes mots, les mêmes phrases, la même stratégie, tant pis, ça n'a aucune importance. C'est absolument terrible. Donc cette incapacité à se remettre en cause et à esquisser la moindre autocritique est absolument effarant. Il se trouve que les gens, les responsables des médias qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, etc., pratiquement sont tous de la génération 68 arts, de post-68 arts. Et ils ont totalement évolué depuis. Et en même temps, une façon de se convaincre qu'ils n'ont pas aussi évolué qu'on le croit ou qu'ils aimeraient ou qu'ils le craignent, c'est qu'ils continuent à considérer que Cohn-Bendit est une icône. Le fait de faire de Cohn-Bendit une icône est une façon de dire non, non, on reste les mêmes, on n'a pas vraiment changé. Et du même coup, mais je l'aime bien en plus, moi je suis ami avec lui, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il a tous les droits. Le mec, il peut dire n'importe quoi, que ça soit bien, que ça soit mal, que ça soit une connerie, etc. Lui, on lui passe tout, il a tous les droits. Et à cause de ça, c'est à cause de ce phénomène. Pour ce qui est de Sarkozy, c'est différent, parce qu'après, les médias se sont retournés plutôt contre lui. Mais dans les 2 premières années, c'était typique, parce que, rappelez-vous ce qu'il a fait. Il a très bien compris, il était très intelligent pour ça. Il a très bien compris le coup. C'est-à-dire, à la fois, il a écrit un livre. Dans le livre, il a dit « Je suis pour le vote des émigrés aux élections locales. Je suis pour le mariage gay. » Naturellement, après, il a complètement changé. Il a dit qu'il était totalement contre. Mais on a oublié qu'il a écrit qu'il était pour le vote des émigrés et qu'il était pour le mariage gay. Il a supprimé la double peine, etc. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il fallait qu'il séduise un peu la clientèle de l'IB, du Monde, enfin de cette clientèle-là. Et il l'a fait, et il les a séduits. Il a pris Kouchner, il a pris tout un peu ces post-68 arts, un peu boboisants, etc. Il les a pris, il ne faut pas oublier, dans son gouvernement, la totale. Et en même temps, une politique économique néolibérale, pure et dure, etc. Et donc, ça correspondait absolument à cette synthèse pendant 2 ans. Et donc, il y avait un avis favorable des médias incroyable pendant un an et demi. Bon, après, ça s'est complètement retourné, mais pendant 1 an et demi, ça explique qu'il avait bien compris ce qu'était en fait voilà, cette idéologie propre au monde médiatique. Il y a eu une grande invention, ça a l'air idiot avec le recul, mais il y a eu un grand progrès technologique, c'était l'invention de l'étrier, qui permettait de se tenir mieux à cheval. L'invention d'étrier a permis d'avoir des courriers qui couraient beaucoup plus vite. Mais ça a permis aussi la cavalerie lourde qui te démolissait tous sur son passage. L'énergie atomique, c'est un progrès énorme. La bombe au cobalt, l'électricité, tout ça. Mais c'est aussi la bombe, l'énergie atomique. Mais c'est aussi la bombe d'Hiroshima et la bombage. C'est la même chose pour Internet et la mutation technologique. C'est la liberté, c'est la mise en cause des pouvoirs autoritaires, c'est la possibilité d'un contre-pouvoir à s'exprimer, c'est la révolution arabe.
D'accord, mais c'est aussi la possibilité pour les pires horreurs, les pires calomnies, les pires insanités, les pires inventions, etc., de se véhiculer à des millions, à des millions, à des millions d'exemplaires. C'est les deux. Ça a les deux aspects. Et donc, il ne faut pas avoir une vision univoque de cette mutation technologique. Mais cela dit, elle est là. Et c'est évident qu'elle a complètement changé le rapport à la presse. Aujourd'hui, la presse écrite va plus mal que vous tous que vous pouvez imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Une des raisons, c'est cette mutation technologique, la gratuité. On a sur l'écran, etc. Mais le fait qu'aujourd'hui, on puisse avoir une information, mais non hiérarchisée, non traitée, pas toujours crédible, etc., gratuitement sur les réseaux sociaux, rend d'autant plus nécessaire, aurait rendu plus nécessaire une presse extrêmement originale, extrêmement, où on hiérarchise, avec un discours qui ne ressemble pas au discours, enfin, chacun ayant une sensibilité différente, cohérente, etc. Eh ben, c'est le moment où ça n'arrive pas. Et donc, le fait qu'on a cette presse-là qui ne correspond pas à la demande, au moment où il y a cette mutation technologique qui fait qu'on peut avoir les choses gratuitement, évidemment, ça a beaucoup accéléré la crise de la presse écrite. Juste une petite question, c'est certainement pas la première fois qu'on vous la pose. Est-ce que pour vous, Mediapart est une presse d'exception au sens qu'elle joue un rôle de presse d'investigation exceptionnelle, sans vouloir mettre une valeur forcément positive d'exception? Puis juste un petit commentaire, si vous permettez. Mais moi, j'ai pensé... J'étais vraiment un des rares, alors, parce que autour de moi, les gens ne croyaient pas au début. Ils ne croyaient pas en modèle économique. Hein, ils étaient intéressés. Ils ne croyaient pas en modèle économique. Moi, dans la mesure où ça a été la première à faire payer, si vous êtes le troisième ou le quatrième, c'est différent. Mais vous étiez les premiers, j'y croyais. J'ai vraiment cru que ça marcherait, ça marche, et je suis très content. Et c'est très utile, ça joue un rôle extrêmement fondamental. Simplement, ils sont confrontés à un problème. C'est que, il faut qu'ils aient les abonnés. Il faut sans arrêt le renouvellement des abonnés et qu'ils en aient d'autres. Sans quoi Or, pour avoir les abonnés arrivent quand ils sortent quelque chose. Quand vraiment, leur investigation, ils ont des révélations. Et donc, ils ont besoin de faire des révélations. Et là, il y a un double danger. L'un, c'est que tout à coup, il n'y ait pas, ça ne vous tombe pas comme ça. L'autre danger, c'est si par hasard, ils n'ont pas de révélation assez forte et que ça fait tomber le nombre d'abonnés, c'est la tendance, j'espère qu'ils ne tomberont pas là-dessus, à exagérer et en faire plus discutable, si vous voulez, à tirer sur la corde. Voilà, c'est ça leur danger. Mais en général, je trouve que c'est quelque chose qui a apporté énormément Mediapart. Et je suis ravi du succès de Mediapart. Alors, le discours derrière, les trucs très longs, parce qu'ils font des articles, quand ce n'est pas l'investigation, les articles de commentaires, c'est un peu long quand même. Vous admettrez avec moi, ils sont un peu longs, on pourrait raccourcir un peu. Hein ? Oui, il y a des blogs intéressants, mais il y a des fois quelque chose d'un peu long. Alors après, il y a une ligne idéologique très nette qu'on peut contester. En même temps, elle n'est que là. Donc c'est un apport au pluralisme. Elle n'existe que là, cette ligne. Donc quand je vous disais, tous les médias disent la même chose, au moins ça dit, il y a une ligne totalement différente. Mais c'est vrai que c'est une ligne très affirmée. Elle a d'ailleurs, cette ligne, pour eux, un aspect très positif. C'est que c'est une ligne qui les fait rejeter la droite, Sarkozy, etc., et qui les fait rejeter tout autant, avec autant de fureur, François Hollande, les sociodémocrates et les socialistes. Du coup, ils n'ont aucun complexe pour révéler les scandales qui éclaboussent ou les uns ou les autres. Ils échappent à la bipolarité. Voilà, absolument. Dans le livre ou même dans votre exposé, vous n'évoquiez pas toutes les démonstrations qui ont été faites en la matière. Alors vous aviez quand même parlé des chiens de garde, mais on pourrait parler aussi de Noam Chomsky, Pierre Karl, enfin ce genre de personnes qui, alors pour résumer de façon rapide, en gros, oui, le pouvoir politique exerce moins d'influence sur les médias, mais en réalité, c'est le pouvoir économique qui a pris la main et il s'exerce différemment. Et vous n'évoquiez pas dans le livre ni là le fait que qui sont les propriétaires des grands médias ? Quels sont les intérêts qu'ils représentent? Aujourd'hui, actuellement, les propriétaires des grands médias font tourner, par exemple, vous disiez que l'état de la presse est catastrophique, ils tournent ça n'est pas rentable. Pourquoi est-ce que des entreprises s'embêteraient à mettre de l'argent dans des entreprises qui ne sont pas rentables? Ce sont des vendeurs d'armes, des banques et du BTP, par exemple pour TF1. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas?
Et pourquoi vous le minimisez là dans votre présentation? Parce que je vous ai vu dans différents plateaux télé, à aucun moment donné vous n'avez évoqué cette question. Non, mais vous avez absolument raison. Et il me semble, vous avez totalement raison, mais là, il y a une raison, je peux l'expliquer, vous avez tout à fait raison. Ce que vous dites, en particulier les propriétaires ou le poids de la publicité, les grands groupes qui se partagent les journaux, je l'ai beaucoup dit dans ma vie. Je peux vous dire que peu de gens, autant par exemple, assistaient au moment de Sarkozy, au début, les 2 premières années de Sarkozy, sur le fait que tous les grands groupes étaient aux ordres de Sarkozy, c'était tous des amis de Sarkozy, le groupe Hachette, le groupe Dassault, le groupe... Je l'ai dit, je l'ai écrit, etc. Je l'ai beaucoup dit. Cela, j'ai beaucoup écrit sur ce sujet-là. Simplement, il se trouve que ça a été dit, ça. Ça a été beaucoup développé. Pas assez, manifestement. Ah non, ça a été dit beaucoup. Heureusement, d'ailleurs. En revanche, ce qu'est le thème de mon livre, c'est le tabou total. Total. On ne peut pas le dire, on n'a pas le droit de le dire, parce que ça met en cause un peu la mentalité des journalistes, leur responsabilité. Et donc, c'est un choix que j'ai fait, qui est, là, je laisse de côté cet aspect-là qui est réel, qui est un vrai problème, mais qui est classique, que j'ai déjà développé souvent, qui a souvent été développé, qui a souvent été dit, et je veux consacrer mon livre à un truc qui est un non-dit et un tabou total, qui est en effet cette espèce d'idéologie dans les têtes. Mais votre remarque est juste, en effet, cet aspect-là. Par exemple, je fais allusion à la pub un peu, parce qu'il faut le faire, mais j'aurais pu faire 50 pages sur la pression de la pub, d'autant que j'ai été patron de presse, donc s'il y a quelqu'un qui peut vous en parler, je peux en parler de ça. Mais j'ai considéré que ce n'était pas nouveau, que je n'apportais pas quelque chose là-dessus. Bien sûr. En revanche, ce que je dis, personne jusqu'à présent ne l'a dit. Juste sans vouloir monopoliser la parole, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce dont vous parlez dans le livre, et ce qui est juste, sa cause, c'est ce dont vous n'avez pas parlé? Parce que l'uniformité conceptuelle des médias est la conséquence directe des intérêts que défendent leurs propriétaires. Oui, mais comment vous pouvez expliquer? Ça, c'est plus compliqué que ça. Ça va devenir peut-être ça. C'est-à-dire que là, de nouveau, la crise de la presse fait qu'elle est en train de passer complètement sous le contrôle des grands groupes, etc. Donc ça, mais jusqu'à présent, comment vous pouvez expliquer que Le Monde ou Libération soient les porteurs de cette idéologie alors qu'ils n'avaient pas un grand capitaliste à leur tête? Enfin, Le Monde n'avait pas un grand capitaliste à leur tête. Ils l'ont maintenant, mais ils ne l'avaient pas à l'époque. Et Libération l'a eu à l'époque, mais longtemps, ils ne l'avaient pas. Alors, ce qui vous donne raison, c'est que ça va devenir ce que vous dites. C'est-à-dire que là, on a un passage, en effet, peu à peu, on va avoir ce qui reste de la presse écrite, va complètement passer, en effet, entre les mains des grands groupes. Là, peu à peu, on a ça. Le Monde est terrible, très net, et à Libé, c'est ce qui est en train de se passer. Non, mais moi, je suis optimiste. D'abord, il vaut mieux être optimiste. C'est très agréable. Ça vous empêche de vous... Si on n'est pas optimiste, surtout à mon âge, si on n'est pas optimiste, alors là, c'est terrible. Non, il faut être optimiste d'abord pour soi, par égoïsme, parce que ça fait un peu de tenir, de se battre. Il faut être optimiste parce qu'on doit à la société de continuer à se battre pour essayer d'apporter quelque chose. Et il faut être optimiste parce que c'est une nécessité civique, mais il faut être optimiste aussi parce qu'on s'en sort toujours. Parce qu'on trouve toujours les moyens. Quand, comment, à quel prix. Mais on trouve toujours les moyens et la possibilité. Moi, j'aurais des raisons d'être pessimiste. Je vais vous dire. Je vous disais tout à l'heure qu'on doit toujours reconnaître ses erreurs, que moi-même, j'ai commis des erreurs, j'ai dit des conneries, je l'ai reconnu, etc. Mais, je sais que c'est jamais bien vu de dire ça, mais j'ai eu très souvent totalement raison sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, et en particulier sur tous ces problèmes politiques étrangères, sur on ne doit pas s'y prendre comme ça que le Front National, sur ce que j'ai dit sur Sarkozy, ce que j'ai dit sur Hollande, sur ce que j'ai dit sur le scrutin, sur ce que j'ai dit des institutions, etc. Les événements m'ont donné totalement raison. Et en même temps, j'ai totalement échoué. C'est-à-dire, tous mes combats, j'ai échoué. Si j'ai réussi 2 trucs, c'est que j'ai réussi à populariser la campagne pour défendre le fromage au lait cru, et j'ai réussi à remettre un peu, à réhabiliter l'opérette. Mais à part ça, tout le reste, j'ai échoué. Et ça m'interroge, parce que je me dis, au fond, échouer quand on a raison, est-ce que c'est pas plus grave qu'avoir tort? Parce que je me pose une question, pourquoi j'ai échoué? J'ai pas trouvé les mots, j'ai pas trouvé les moyens, j'ai pas trouvé le message, j'en sais rien, ça m'angoisse.
de dire objectivement j'ai échoué. Alors simplement, je préfère me dire je continue le combat, peut-être que ça va finir par réussir, qu'une partie des choses que j'ai dit va finir par passer. Pour l'instant, non. Mais je préfère me dire qu'il faut continuer le combat et qu'on va finir par faire passer les choses, parce que alors sans quoi je serais complètement démoralisé. Pour vous, qu'est-ce qui serait le déclic qui ferait ça pourrait changer? Parce que c'est vrai que la télé est très importante. Quand il y a une information, moi je dis ils font du buzz, on prend une information, on nous la répète toute la journée, et on a de moins en moins de réflexion, à part si vous écoutez tard et qu'il y a quelques émissions. Mais sinon, les émissions de soirée, avant les européennes, qu'est-ce qu'on a eu? À part nous parler de Marine Le Pen, on ne nous a pas parlé de l'Europe, on ne nous a pas parlé des possibilités qu'il y avait. Quelles étaient les... Pourquoi on n'a pas parlé d'Europe? Il faut dire, pourquoi on n'a pas parlé d'Europe, selon vous? Parce que les journalistes ne font pas leur travail. Hein? Parce que les journalistes ne font pas leur travail. Non, ça serait trop facile. Ils le font dans des trucs beaucoup plus compliqués. Là, c'est un peu injuste. Ça, ils sont capables de faire un gros boulot, etc. Non. Pourquoi alors? Même pas. Quelquefois, ça n'intéresse pas, mais il y en a beaucoup que ça intéresse. Non, mais pour une raison tout simple, c'est que... Non, même pas. Parce qu'ils ont des enquêtes qui prouvent que quand on parle d'Europe, le taux d'écoute baisse. Voilà. Il n'y a pas d'autre raison. Alors c'est terrible, mais c'est la seule raison. C'est qu'ils ont des enquêtes très précises qui montrent qu'aussitôt qu'on parle d'Europe, le taux d'écoute baisse. Voilà. Donc vous êtes très pessimiste parce qu'on ne voit pas ce qui pourrait améliorer s'il n'y a que ça qui mène. Je ne suis pas vraiment pessimiste. Alors je reconnais que je peux donner cette impression, mais quelquefois, je ne suis pas tout à fait pessimiste. Il y a deux aspects. Il y a un aspect que je crois, mais je me force un peu, qui est que ça va, ce que j'écris à la fin du livre, que je vois la nouvelle génération, les gens qui ont 30 ans, 35 ans, ils sont très différents, ils secouent, etc. Que la crise est telle que tout à coup ça va exploser, et qu'il va se passer quelque chose et qu'il va y avoir une remise en cause. Je le crois, je l'appelle de mes voeux, etc. Mais c'est vrai que je me force un peu. Que ce que je vois montre que c'est bon. En revanche, ce que je crois beaucoup plus profondément, sans me forcer, c'est que de toute façon, il va y avoir un chamboulement absolument radical dans le pays. Que ça ne peut pas durer comme ça. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas quand ça va se passer, et je ne sais pas si ça va se passer pour le meilleur ou pour le pire, ça dépend de nous. Mais évidemment qu'il va y avoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler le système médiatique de l'ensemble du système. Le système médiatique, le système institutionnel, le système économique, le système social, ça forme un tout. D'une certaine, ça forme un tout. Et c'est cet ensemble qui, aujourd'hui, est malade. Moi, si j'avais 30 ans, et je le dis pour ceux qui ont des enfants de 30 ans ou qui ont 30 ans, j'aurais toutes les raisons d'être enthousiaste et mobilisé. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation, comme ça arrive 2 fois par siècle, peut-être même moins souvent, où un système qui a mis l'État au centre de tout a fait complètement faillite sous toutes ses formes. Mais où vraiment l'État était l'espèce de minotaure qui dévorait la société et qui intégrait la société. Nous avons ensuite un système qui a mis l'argent au centre de tout. L'argent, lui aussi, qui a dévoré la société, qui s'est confondu avec la société, et dont on voit bien qu'il fait moralement faillite, qu'il fait rationnellement faillite, qu'il est un facteur d'instabilité, d'insécurité, d'inégalité, d'injustice. Et donc nous sommes placés à ce moment-là, à ce moment comme il y en a encore une fois 2-3 fois par siècle, ou 2 fois par siècle au mieux, où il faut que nous inventions, où il va falloir que nous inventions un système qui centralise, qui décentralise l'État, qui décentralise l'argent et qui recentralise l'humain dans toutes ses dimensions. Dans la dimension de ce que le libéralisme apporte le mieux, c'est-à-dire l'individu, et ce que le socialisme a apporté de le mieux au sens du collectif. Où c'est une nécessité. C'est une telle nécessité qu'en vérité, il y a un choix qui est terrifiant. C'est qu'évidemment, les gens n'accepteront pas ce système de centralité de l'argent. Ils ne l'accepteront pas. Les conséquences sont telles qu'ils ne l'accepteront pas.
Et en même temps, ils ne voudront pas revenir, évidemment, dans le système de la centralité de l'État. Mais ceux qui ne l'acceptent pas, ça donne aussi le populisme, ça donne aussi Marine Le Pen, ça donne aussi l'islamisme en Irak, ou que sais-je. Autrement dit, refuser la centralité de l'État et la centralité de l'argent nous force absolument à penser, à imaginer une révolution qui recentralise l'humain. Si on n'est pas capable de le penser, de l'imaginer et de le réaliser, alors ceux qui vous proposeront de recentraliser Dieu, le sol, le sang ou la terre finiront par l'emporter. C'est eux ou nous. C'est ça le vrai choix d'aujourd'hui. Et donc le problème des médias, le problème des élections, le problème général est lié au fait que nous devons changer, modifier un système qui provoque toutes ces dérives et ces perversités. Et là, je suis optimiste, plus, parce que je pense que ça se fera. Je ne le vivrai peut-être pas moi. Jean-François Kahn, merci beaucoup. Et merci à tous. C'est moi qui vous remercie. Et si vous souhaitez dédicacer votre livre, vous pouvez le faire maintenant. Oui.